émission spéciale en 3 du MPSR2. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Le mois anniversaire du MPSR2 se poursuit et la C360 poursuit également son analyse sur les réformes majeures opérées au sein de l'appareil d'État ces 3 dernières années. Et dans cette émission, nous allons nous arrêter sur 3 secteurs: la santé, l'éducation et l'agriculture. Et pour en parler, je suis en compagnie de M. Almissi Ouedraogo. Il est capitaine de police à la retraite et analyste politique. Bonjour, mon capitaine. Bonjour, M. Dabila. Encore une fois, c'est avec plaisir que je suis sur votre plateau pour décortiquer ce que vous avez concocté pour nous. Deuxième invité pour analyser ces faits d'actualité, M. Amadou Ahmed Tchombiano. M. Tchombiano est le président du collectif des Amis du Faso. Bonjour, M. Tchombiano. Bonjour, M. Davila. D'abord, Amadou. Amadou Ahmed Tchombiano. Aussi comme les aussi. Voilà, vraiment heureux d'être sur votre plateau. Alors, il y a 2 autres invités qui vont certainement prendre le train en marche. Il s'agit notamment de M. Martin Sawadogo, analyste politique et économique, mais aussi Relwende Koumtoubré, enseignant et analyste politique. Eh bien, dans cette émission, nous allons revenir sur des extraits de discours du président du Faso le 11 juillet 2024. Ce jour-là, au Palais des Sports de Ouagadougou, le chef de l'État déclinait sa vision pour les 5 prochaines années. Et dans le secteur de l'éducation, il laissait entendre une réforme majeure qui allait toucher à l'architecture même du ministère en charge de ces questions. Nous l'écoutons avant de revenir sur le plateau pour en débattre. Nous sommes en train de faire une réforme. Il y aura un remaniement ministériel dans quelques jours où l'architecture des ministères va changer un peu. Nous allons consacrer un ministère entier à la formation secondaire et professionnelle pour que nous n'ayons plus à avoir donc au niveau de l'université ce blocage qui est là actuellement. Nous devons pouvoir professionnaliser beaucoup de jeunes depuis le lycée. Donc, soit depuis la 4e ou au niveau donc de la seconde, que les gens puissent décider d'aller dans des filières professionnelles et pouvoir s'auto-employer. Donc, un ministère sera consacré uniquement à ça. Parce que le système éducatif, comme je l'ai dit, après diagnostic, vous êtes d'accord avec moi que nous formons très peu d'ingénieurs. Pourtant, une nation qui se développe, l'indice aussi de développement, c'est en termes d'ingénieurs formés. Remontez dans l'histoire et voyez toutes ces grandes nations. Le nombre d'ingénieurs formés par an dans des spécialités pointues compte beaucoup dans le développement. Au Burkina, nous n'en avons pas assez. Voilà pourquoi l'école polytechnique de Ouagadougou, nous voulons la faire évoluer en université polytechnique en y mettant un certain nombre de filières technologiques et en recrutant le maximum d'étudiants qui puissent être formés là-bas et avoir des ingénieurs. C'est bien que nous ayons les filières comme lettres modernes, philosophie, droit, voilà, psychologie, histoire. Beaucoup d'étudiants se retrouvent là-bas contre leur gré. Ce n'est pas forcément ce qu'ils ont choisi, mais ce sont les filières disponibles qui forcément ne donnent pas des opportunités d'emploi. Voilà pourquoi nous avons décidé de valoriser ce secteur donc, de la formation professionnelle et de l'emploi en y consacrant entièrement un ministère. Donc dans les prochains jours, ce remaniement sera fait et vous verrez donc comment nous allons évoluer. Au niveau... C'était donc le 11 juillet 2024 au niveau du Palais des Sports de Ouagadougou. Le président du Faso s'entretenait avec les forces vives de la nation. C'était une occasion donnée pour le président du Faso de décliner sa vision pour les années à venir. Et dans le cadre de la refondation au niveau du ministère en charge de l'éducation, le président a annoncé justement la création donc d'un ministère entier, un ministère plein en charge de la formation secondaire et professionnelle. Almissi Ouedraogo, quelle est l'analyse que vous en faites, cette option prise par le président du Faso? Merci. Bon, nous avons tous suivi l'évolution, effectivement, qui a donné lieu à la création de ce ministère qui n'existait pas, bien que quand même la formation professionnelle existait
mais pas de façon pleine et entière comme ça dans un ministère. Voilà, je pense que le portefeuille même est occupé par M. Sawadougou Boubacar. Alors, donc, c'est une innovation. C'est une innovation. Et, qui s'inscrit dans le cadre de la refondation. Oui, qui s'inscrit dans le cadre de la refondation. Voilà. Parce que, bon, si vous êtes un pays où vous n'avez pas de filières professionnalisantes, bon, c'est compliqué. Bon, tout ce que vous pouvez faire, si vous avez des objectifs à atteindre dans le domaine, par exemple, de la formation professionnelle, vous allez peiner et le résultat sera en deçà de vos attentes. Voilà, c'est mon objectif, c'est ma vision. Voilà, en attendant qu'on revienne là-dessus. En attendant qu'on revienne là-dessus, M. Comtobré, soyez le bienvenu sur le plateau. Alors, on parlait de la réforme majeure opérée par le président du Faso, chef de l'État. Et dans le secteur de l'éducation, vous êtes enseignant. Alors, on souhaiterait avoir votre avis sur la création des ministères pleins en charge donc de la formation secondaire et professionnelle. Bonjour à tout le monde. Voilà. Effectivement, avec la nouvelle vision que le président Ibrahim Traoré a lancée, il y a eu un détachement. Voilà. Si on avait fusionné le ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation avec un petit prolongement jusqu'en classe de 3e. Voilà. Et maintenant, on a décidé carrément de recentrer les choses par rapport à la formation professionnelle, voilà, qu'ils ont ajouté. C'est pour répondre aux besoins pressants. Vous savez, c'est parce qu'on a hérité de l'école coloniale qui fait qu'aujourd'hui, nous, notre système éducatif était beaucoup plus dans la littérature, voilà, et ça tournait. Alors que la logique voudrait que le système éducatif que vous mettez en place soit un système éducatif qui répond aux besoins directs des populations. Parce que vous ne pouvez pas former des gens dont le final, bon, on est toujours dans une situation un peu bizarre. Donc, ça fait que comme le président Ibrahim Traoré a lancé la révolution progressiste et populaire, alors qu'il doit résoudre la question cruciale qui concerne à ce que nous puissions manger à notre faim, il faut que nous puissions mettre en place un système éducatif de telle sorte que nous puissions faire sortir des gens qui soient des ingénieurs au niveau de la... Il a déploré qu'il y a très peu d'ingénieurs. Mais aujourd'hui... C'est quand même fondamental pour tout à fait logique. Nation. Bon, je prends un exemple. Vous voyez la situation qui est arrivée entre l'Iran et l'Israël. Pourquoi l'Iran tient? Aujourd'hui, dans le classement, l'Iran fait partie des 5 premiers pays au monde qui a le maximum d'ingénieurs dans tous les domaines. Alors que nous, on est là, c'est une situation qu'on déplore, mais vous ne pouvez pas faire face aux hostilités si, au niveau technologique, vous êtes en retard. Technologie, pourquoi? Parce que vous devrez utiliser la technologie afin de mailler les différents secteurs d'activité. Vous prenez l'agriculture, on a combien d'ingénieurs? Et même si on en a, quel est le paradigme qu'ils ont? Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en ligne de mire. Au niveau de l'élevage, il faut, par exemple, si vous prenez par exemple la région du Sahel, on a une matière première là-bas qu'on appelle l'élevage avec les animaux. Bon, hier c'était le brut. Comment on utilise le brut, c'est-à-dire les bœufs? Alors que si on prend le bœuf comme cela, on a la peau qui peut nous conduire jusqu'au cuivre. Et ça peut nous faire des sacs, des ceintures, donc l'industrie du cuivre qu'on va monter. Et ensuite, vous avez le lait. Au lieu de le lait en poudre qui est versé dans nos boutiques là, quel type d'industrie de lait qu'on va mettre en place de sorte que le lait qui est extrait directement au niveau de nos éleveurs, nous puissions l'utiliser pour le faire en poudre, pour le faire dans différents compartiments. Et ensuite, si vous prenez même la viande, est-ce qu'il faut vendre la viande comme ça? Il faut mettre en place des grands, comment on appelle ça, abattoirs frigorifiques pour transformer. Pour transformer de sorte qu'on puisse utiliser la viande, même le mangeant tout au long de la journée, avec des variants. C'est-à-dire, je vois vers le coupé là, il y a une catégorie qu'on appelle cliché. Donc, c'est pour que la consommation de la viande puisse être au moins liée à ce que nous produisons à travers l'utilisation de la matière première qui est les bœufs, les bovins, ainsi de suite. Donc, et c'est tout ça, c'est toute cette ligne-là qu'il faut regarder avant de commencer à mettre en place. C'est là où vous voyez la formation professionnelle rentrer dans le secteur. Et il y a aussi au niveau des mines. L'or, c'est vrai, on prend l'or en stock, oui. Mais comment on fait? Quels sont les dérivés qu'on peut utiliser pour faire de l'or?
Donc, il faut avoir des ingénieurs là-dessus. Au niveau même de l'armement, nous, on paye. Il faut avoir des ingénieurs au niveau de l'armement. Il faut avoir des ingénieurs, même l'utilisation de l'eau. Tout ça. De sorte à ce que technologie, je vous dis, c'est l'une des armes les plus sophistiquées. Et vous allez voir que le fait même qu'on combat le capitaine Ibrahim Traoré, ça quoi de ça. Parce que l'homme blanc n'a pas pour intention que l'homme noir met en place des structures ou des mécanismes de formation de sa population de sorte à pouvoir compenser ses propres déficits. Il veut qu'à chaque fois vous venez dire, venez m'aider. Or, le programme qui est tracé comme cela, c'est un programme qui va aboutir à long terme à une autonomisation totale du Burkina Faso en termes de technologie, en termes de diversification dans tous les domaines, pour que nous puissions au moins être autonomes dans tous les secteurs d'activité. Pour le moment, c'est un début, avec toutes les failles que nous connaissons. Mais au moins, c'est le principe et l'idée y est. Et je pense que c'est une bonne initiative. Et le fait même d'attaquer ça, c'est l'élément fondamental pour que la RPP vive et que la RPP puisse avoir un impact puissant dans tout le déroulement qu'on va avoir dans 100 ans prochains. Il faut que ça la marche. Si ça échoue, c'est qu'on a échoué. Vous estimez donc que cette réforme vient à point nommé dans le cadre donc, de la refondation des institutions de l'État. Alors, appréciation, monsieur Thiombiano. Oui, d'accord. Moi, je vais sur le domaine de la souveraineté. Je vois ça sur deux volets. Il s'est beaucoup apprécié sur le premier volet qui est les cerveaux. Parce que dans tout pays, il faut avoir des cerveaux. Il faut avoir des têtes pensantes pour pouvoir conduire véritablement à un développement qui nous est propre à nous-mêmes. Donc, il a développé pas mal de domaines. Mais en dehors de ce volet-là, des cerveaux-là, il faut penser aussi à la masse. Parce que la formation professionnelle, déjà, elle existait fort longtemps et ce n'est pas maintenant. Mais il vient pour apporter un certain renforcement de la chose. Donc, ce qui fait qu'il a essayé de détacher particulièrement un ministère consacré à cela. Et vous vous souvenez qu'il fut un temps, en Afrique occidentale, il y avait un pays qui faisait la différence parmi les autres pays de l'Afrique occidentale. C'était le Ghana. Quand on prenait un Ghanéen, il avait pas mal de connaissances en matière de formation. Le petit Ghanéen, il peut avoir son master, mais il va te faire un boulot auquel tu ne t'attends même pas du tout. C'est-à-dire que le Ghanéen avait à la fois trois métiers qu'il pouvait faire pour pouvoir avoir le minimum pour survivre. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui à la masse. Parce que nous avons pas mal de nos frères qui sont bacheliers, qui ont un doctorat, qui ont pas mal de diplômes, mais qui sont à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et l'État, il faut le dire au Burkina Faso, l'État est fortement limité en matière d'emploi, en matière d'employabilité des jeunes. Et cette vision, sans vous couper, a conduit aujourd'hui à la création de ce qu'on appelle Burkina Soudou Baoudé, qui a permis de réunir tout ce qu'il y a comme centre de formation au Burkina Faso et qui a son siège actuellement à Ouagadougou, qui permet justement de s'intéresser au mieux sur la formation des jeunes apprenants et pour ce qui est des... Oui, mais cette formation est très, très vaste, elle est très amplifiée. Parce qu'il faut aller dans tous les domaines, que ce soit les petits métiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le président Ibrahim Traoré, il a beau émerger une certaine classe sociale, il faut que la basse classe ait le minimum vital. Et que ce soit la couture, que ce soit l'artisanat, que ce soit... Burkina Soudou Baoudé s'intéresse justement à cette classe. Ce sont des jeunes mais bien sûr, parce que c'est la population d'abord fondamentale. On a beau avoir des ingénieurs capables de nous inventer pas mal de choses, mais il faut que cette population, cette masse-là, ne soit pas à la traîne et ne soit pas en train de tendre la main, pour ne pas dire en train de mendier. Et donc, je pense que c'est tout ça qui a englobé que je parle de souveraineté, parce que quand on parle de souveraineté, il faut avoir une certaine idéologie qui va vraiment conduire à ce que, de façon extérieure, la vue de l'extérieur soit portée sur l'ensemble. Qu'on dise, vraiment, en tout cas, ce président-là, il est vraiment en train de faire une révolution populaire et progressiste. Parce que cette notion, elle est très vaste. Et donc, il faut vraiment essayer de comprendre dans quel domaine le président veut aller. Il a évoqué dans son discours tout à l'heure des ingénieurs. Mais comme j'ai dit, ça va de façon plus large. Parce qu'il veut vraiment prendre avec lui tout ce qui est de ce pays-là, pour ne pas laisser certains en marge. Et au finish, parce qu'il a 5 ans, n'oublions pas, qu'après les 5 ans-là, qu'on se rend compte que son bilan, quand même, chacun a eu sa part de partition et que peut-être qu'il y a des bonnes auspices par rapport à l'avenir. En tout cas, on se souvient encore que l'idée de Soudou Baoudé est venue de cet échange-là avec les étudiants
sur la question du chevauchement des années académiques, où il a dit désormais il faudra que tous les jeunes burkinabés ne se disent pas forcément qu'il faut passer à l'université. Il faut alors permettre, pour résorber la question des chevauchements, permettre aux jeunes apprenants d'être mieux formés. Si vous permettez une parenthèse, vous voyez, il y a deux choses qu'il faut tenir à l'œil que le président est en train de faire. Il y a Faso Mebo, qui n'est pas n'importe quoi, qui est très très important. Mais il y a aussi ce qui vient de se passer tout récemment, l'immersion populaire. On va y non, aller. non, ça veut dire que tout ça, c'est pour préparer l'esprit des Burkinabés, des jeunes surtout, à savoir que dans la vie, on peut tout faire si on a la volonté de le faire. Alors, monsieur Ouedraogo, alors très rapidement, Un puisque... élément par rapport à ce que Yéné disait, c'est le fait que, comme il a pris le pays dans une situation un peu compliquée et qu'il faut résoudre les questions. Vous voyez, le chômage, c'est un vieux problème qui était là. Or, il faut le prendre. On a l'avantage qu'on a des jeunes qui ont du talent. Il faut le checking. C'est-à-dire, comment, au moment où tu fais la guerre, tu fais le checking de sorte à ce que vous puissiez avoir le maximum de personnes qui ont des compétences dans des différents domaines et vous puissiez les structurer afin de pouvoir les suivre jusqu'à un certain niveau. Et peut-être même les transformer dans le long terme à être peut-être même des formateurs. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous regardez, si on va faire dans une vision aussi vaste, on va demander, bon, quels sont les enseignants qu'il faut faire venir. Voilà, il y a la question de l'idéologie. Oui, c'est vrai, c'est un enseignant, mais est-ce que idéologiquement, le gars, il est préparé pour transmettre l'idéologie de sorte à ce que ça puisse suivre le mouvement. Donc, il y a toutes ces variables. Je crois qu'à court terme, si vous voyez qu'il a un clin d'œil beaucoup plus appréciable avec les orpailleurs. C'est-à-dire, c'est un travail que les enfants sont en train d'abattre, qu'il reconnaît. Mais il faut intégrer à ça l'organisation, les donner encore plus de formation, de sorte que ce soit un secteur qui va venir combler, voilà, avec comment on appelle, ce que les entreprises minières sont en train de faire. Ça, c'est un élément. Il y a aussi dans le cadre de la couture qu'il a soulevé. Il y a le cadre de la mécanique. Il y a le cadre de la menuiserie. Il y en a tellement de domaines que ce n'était pas structuré. Même si c'est structuré, c'est quelques groupuscules qui sont là. Mais maintenant qu'on veut aller avec toute la grande masse, il faut une grande organisation. Et ça demande assez de moyens et beaucoup plus de tactiques. Et je crois qu'avec Je crois bien que c'est ce qui a conduit à la fusion. À la fusion. Tout ce qu'il y a comme centre de formation tout professionnelle. À fait. En une seule entité. Voilà. Voilà. De sorte qu'on puisse faire correctement le checking. Parce qu'il y a un jeune qui était arrivé à faire le montage comment on appelle ça, d'un char. Et il y a d'autres même qui sont au niveau de l'hélico. Il y a d'autres qui étaient au niveau de la fabrication même d'un certain nombre de matériel, comment on appelle ça, pour cultiver, pour labourer là. Voilà, il y a d'autres qui étaient à ça. Comment on accompagne ces jeunes-là? De sorte à développer la science pour que la science ne perd pas. Donc il faut encore des cadres, il faut encore un environnement bien structuré, de sorte qu'on puisse le mettre. Et une fois qu'il arrive à dupliquer son savoir, ça pourra être maintenant des transmissions en génération et en génération. Excusez-moi, juste 2 secondes. Rapidement 2 secondes. Il faut comprendre dans tout ça la vision du président. Ce n'est pas que seulement burkinabé. Ce n'est pas seulement que dans le pays ici. Parce que c'est un président qui est fortement panafricain, panafricaniste. C'est quelqu'un, vous voyez même le cas des visas. Il a ouvert le visa à tous les Africains. En fait, c'est quelqu'un qui veut vendre le Burkina. C'est quelqu'un qui vise à long terme au rayonnement de ce pays-là. Et donc, quand il a cette vocation-là, il s'est dit, tout est pressé d'ailleurs à son départ, c'est ce qu'il a dit, tout est pressé. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il faut aller vite, il faut former le maximum de personnes dans tous les domaines qu'il faut, parce qu'on va travailler le Burkina, mais on va aussi servir à l'Afrique. On va aussi servir à l'Afrique. Voilà donc qui est bien dit. Almissi Ouedraogo, alors quelle est l'appréciation que vous faites de la création de cette institution, la Burkina Soudou Baodé, mais aussi de la volonté du président du Faso de transformer l'école polytechnique de Ouagadougou en université polytechnique? Oui, mais c'est pour fédérer nos actions, parce que la création de Soudou Baodé obéit à ce souci-là, le souci de l'Assemblée, de fédérer et de faire en sorte que quand on va impulser, que tout le monde va au même rythme, chacun dans son domaine. Voilà, que les petits menuisiers puissent émerger, les petits mécaniciens puissent émerger, comme lui, il semblait l'évoquer, pour que, de sorte que, même si vous n'êtes pas ingénieur, même si vous n'avez pas un master, que vous puissiez vous en sortir là où vous allez vous retrouver. Voilà. Moi, je pense que sa vision
est centré vers cette réalisation-là. Voilà. Et au-delà, c'est effectivement valable pour nos frères africains. Ce n'est pas seulement le Burkina. Ce n'est pas parce que vous voyez, quand il a ouvert nos frontières avec l'absence de visa d'entrée, c'est pour inviter ceux qui veulent bien venir à venir et à venir avec leurs compétences diverses et diversifiées. Et que le Burkina en sera gagnant. Oui, parce que c'est ça. Bon, c'est une invite ouverte. Alors, donc, je pense que si il y a à renforcer, mais on peut le renforcer, mais sous bordet, je pense que c'est bien pensé. C'est bien pensé parce que ça ratisse large. Voilà. Et cela va permettre aux jeunes de beaucoup s'intéresser à ces filières techniques au lieu de forcément que tout le monde se retrouve dans l'enseignement général et à l'université et éviter les chevauchements également. Bon, le Burkina a payé cher par le déficit d'ingénieurs, surtout des ingénieurs de mines. Parce que le Burkina a été surpris par son boom minier. Pourquoi est-ce que le Burkina a été surpris par son boom minier? Parce qu'il n'y en avait pas. Les premiers ingénieurs des mines, ils ne dépassaient pas 2 ou 3. Bon. Et quand ils sont rentrés de leurs études, il n'y avait pas grand-chose à faire. Certains se sont versés dans la politique. Bon, certains aussi étaient là à tourner les pouces, à lire des journaux. Bon, il n'y a rien. La suite, les gens n'ont pas fait l'option des mines. Parce que c'est le chômage, c'est le chômage assuré. À l'époque, c'était comme ça. Vous choisissez la filière mine, c'est le chômage assuré, puisqu'on a dit que le Burkina n'en dispose pas de mines. Et c'est comme ça que, quand l'horizon 85-89, on a commencé à avoir des sites d'orpaillage, bon, et immédiatement suivi de quelques mines industrielles, et le Burkina était dans la surprise. En tout cas, ce jour-là, le 11 juillet 2024, le président du Faso annonçait sa volonté d'introduire les fondamentaux de la discipline dans l'école primaire, un début de formation militaire et civique et patriotique. Alors, ce qui nous amène à penser aujourd'hui à l'immersion patriotique. Quelle est l'appréciation, le regard critique que vous en faites, M. Al-Missi? L'immersion patriotique est vraiment la bienvenue. Parce que faire former les tout-petits à la pratique militaire, ne voyez pas les manœuvres, il y en a les mauvaises langues qui disent qu'on force les gens à être des soldats. Des témoignages des apprenants. Oui, à être des soldats. Oui, mais ceux qui ont cette ravis vision, pour la plupart. Ceux qui ont cette vision, ils occultent le fait que c'est palpable, c'est visible, mais ils veulent soutenir autre chose, le contraire, qu'on force les gens à devenir enfants soldats. Voilà. Mais ça, c'est ceux qui ont cette vision. Mais moi, j'ai une autre lecture. Et ma lecture est que c'est tout petit là. La première expérience est intervenue cette année. C'est des gens qu'on aura pour 50 ans encore. L'expérience acquise récemment, là, 1 mois, la première cuvée à faire ces armes, il y a 1 mois, et puis bon, ils sont libérés. Bon, il y a une deuxième cuvée qui est là. Mais ces gens-là, ce qu'ils vont apprendre, ça va rester avec eux pendant 50 ans encore, ou même plus. Voilà. Et le patriotisme, ils vont l'avoir. Voilà. Le respect, ils vont l'avoir. Et c'est des gens en dehors du soi volontaire, qui seront difficiles à corrompre. Tout à fait, parce qu'ils ont déjà eu des rudiments pour Oui. être intellectuellement et moralement forts. Alors, M. Contombré, vous êtes enseignant. Aujourd'hui, nous parlons de la refondation des institutions de l'État, cas du système éducatif. L'immersion patriotique en question, est-ce qu'il faut aller peut-être un peu plus loin, verrouiller ça avec des textes, si bien que ça reste de façon pérenne dans la vie de la nation? Non, vous savez que toute initiative au sommet de l'État vise un objectif. Voilà.
Et c'est dans ce cadre-là que l'immersion patriotique est née et qui doit avoir pour fondement la formation d'un citoyen burkinabé de qualité, décomplexé, fier de lui-même et prêt à défendre son pays. Et sur la base de ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à la maison, un père de famille ne va pas former correctement son enfant pour défendre la cour? Si c'est valable dans la cour, donc c'est valable pour un pays. Mais aujourd'hui, vous enviez, les gens envient les grandes nations. Mais ils ont fait l'immersion patriotique de leurs enfants. La Chine a une immersion patriotique depuis la maternelle. Oui. C'est parce que les Chinois ne parlent pas. Mais ils sont à fond. Et je vous dis que l'immersion patriotique chinoise est plus difficile que pour nous. Pour nous-mêmes, pour le moment, on est sur la phase d'amusement. Hein. Ah ben, C'est un début. Pas tout à fait, pour montrer que c'est un début. Mais ils sont rigoureux. Parce que comment vous disciplinez 1,5 milliard de personnes? Comment vous le faites? Si vous ne le faites pas par l'immersion patriotique dès le bas âge. Alors qu'il y a un proverbe moyen qui dit que c'est plus facile de dresser une bois qui est fraîche et un bois qui est frais qu'un bois qui est sec. Mais une fois que vous êtes d'accord sur ce principe de base-là, il y a obligation d'immersion patriotique dans toutes les échelles. Et je peux dire que pour le moment, on a pris la variable de 18 ans en montant. Bon, je peux dire que c'est l'âge maximum voilà, qui est là. Mais il faut redescendre depuis derrière. Pour que les enfants qui vont venir soient des enfants qui sont prêts à défendre le pays. Parce que ça ne sert à rien de construire le bonheur pour quelqu'un si la personne lui-même n'est pas acteur et en même temps défenseur du bonheur que lui-même il désire. Alors, et c'est pour ça que l'immersion patriotique est fondamentale et qu'il faut, en fait, ça doit même être une obligation. Hein. Il faut l'exprimer même dans les textes. C'est de ça que je Tout parlais. à fait. Ça doit ça reste comme une loi et peu importe les années qui vont passer. Et ça va même dépasser l'étape même de loi. C'est-à-dire on va l'intégrer même comme étant faisant partie des cursus. C'est-à-dire tu ne peux pas valider ton diplôme tant que tu n'as pas le diplôme de l'immersion patriotique. Voilà, donc, donc c'est un peu ça. Quel est votre regard critique par rapport justement à cette initiative-là, l'immersion patriotique, et qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré de votre point de vue? Moi, déjà, si je vais sur la base de ce que nous avons constaté chez nous, par rapport à nos enfants qui ont déjà fait la première expérience, moi, j'ai noté 3 éléments qui me sont apparus. Le premier élément, c'est nos valeurs africaines. Parce que j'ai constaté que les enfants mangeaient ensemble à terre, dans le même plat. Et même des personnalités, parce qu'il y a un ministre qui a mangé aussi avec les enfants, ensemble à la main, avec la main, pas des fourchettes, pas des cuillères. Presque eux tous, hein, quand ils même portent, voilà. Oui, donc ça fait ressurgir certaines valeurs africaines que nous sommes en train de perdre. Or, c'est notre identité culturelle. Et c'est très important. C'est très important de ramener les enfants à la racine, à la source. Donc moi, j'ai décelé ça. Deuxième chose que j'ai décelé, c'est, je prends moi mon exemple. Quand moi, je quittais l'extérieur pour venir au pays, je suis allé à l'ambassade du pays, demander est-ce qu'il y avait des étages à Ouagadougou. Parce qu'on ne connaît pas le pays. Et parfois, on n'a pas l'amour du pays. Même étant dans le pays, même quelquefois, on ne sait pas quel est le pays. On ne connaît pas la valeur de ce pays-là. On y vit comme ça. Et l'immersion patriotique est en train de développer un certain patriotisme aux enfants. Connaître quel est votre pays. Pourquoi d'abord le pays s'appelle Burkina Faso, qui est l'honneur des hommes d'honneur, des hommes intègres, des hommes de valeur. Donc il faut s'approprier cette valeur-là, cette intégrité en soi-même. Il faut faire de ça une vie, il faut vivre avec. Et donc ce qui fait que ça amène ce degré de patriotisme-là, que peut-être les parents des enfants qui viennent de commencer n'avaient pas peut-être. Parce que les enfants m'ont appris certaines choses après l'immersion à leurs parents. Parce qu'on a écouté à la télé certains parents qui étaient fiers de voir que les enfants sont venus avec certains éléments. Il faut aussi évoquer l'éducation, parce que c'est venu combler un peu certaines éducations, parce que c'est vrai que la société éduque, la famille éduque, l'école éduque, mais cette immersion a apporté une certaine éducation qui a fait que certains parents ont dit que leurs enfants étaient un peu dans un certain penchant, mais ils ont été redressés. Donc c'est très important. Le troisième élément rapidement, c'est que cela va nous faire très bientôt un stock de réserve en matière de défense du pays. C'est-à-dire qu'on aura des réservistes. C'est pourquoi je le rejoins quand il dit que la Chine, depuis longtemps, ça se fait. Parce qu'il faut qu'on fasse en sorte que nos jeunes gens
ayant le BPC, ayant le bac, aillent directement à l'immersion patriotique. Les apprendre pas mal de choses et le maniement des armes pour que demain, s'il y a une situation, que ce soit des réservistes potentiels que nous avons là, qui peuvent contribuer à défendre le pays. Alors, dernier élément, bon, on va parler de la question des infrastructures dans le domaine de l'éducation. L'idée du président du FASO, la vision, c'est de créer des complexes dans les communes, de la maternelle à la secondaire. Oui. Alors, c'est de la nouveauté également. Quelle est votre appréciation là-dessus? Ouais, comme je l'ai dit, c'est toujours une innovation parce que par rapport à sa vision, il part de l'existant pour l'améliorer assez sensiblement. Et tout à fait. Ou là où ça n'existe pas, il crée. Voilà, il crée ou il innove. Voilà. Alors, donc, c'est des besoins. Mais en termes de plus-value, qu'est-ce que cela va changer concrètement? Créer des complexes au lieu de laisser les 3 classes comme ça? Mais nous partirons de très loin. Ah oui, ça va nous amener très loin. Parce que nous connaissons d'où nous avons quitté. Et présentement, nous savons ce qui ne va pas. Et nous savons ce qui est nécessaire pour nous. Eh bien, si telle vision venait à se concrétiser, ben, c'est une somme appréciable que nous allons engranger. Monsieur l'enseignant, appréciation par rapport justement à cette vision du chef de l'État de créer des complexes dans les communes de la maternelle au secondaire, plus-value, vous en tant qu'enseignant? Vous savez, quand tu regardes le contenu, tu sais que le contenant, voilà, il a une très grande vision par rapport à ça. Et le fait de créer des complexes, c'est pour donner encore une image, quand l'enfant rentre à l'école, que l'institution lui-même, qui l'accueille, il soit fier. Et faire en sorte que nous puissions laisser, c'est-à-dire, c'est une identité. Vous voyez, les structures qu'on met en place là, vous voyez, bon, prenons les écoles primaires actuellement. Il y a des écoles primaires, quand vous regardez même, tu n'as pas envie d'amener ton enfant. Et la sécurité est venue nous démontrer jusqu'à quel point on était défaillant. Mais avec l'idée des complexes, de la maternelle, et même sa vision même par rapport aux universités, ça montre à quel point il a les 2 soupapes à main. Le contenu du système qu'il veut et la forme, le cadre. De sorte qu'il y a une symbiose entre les deux, c'est-à-dire la vision qu'il a de l'éducation et les structures qu'il va mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça va donner encore plus de la confiance à l'élève qui rentre. Créer l'amour en soi et l'amour au pays. C'est-à-dire, quand un président fait ça, c'est-à-dire, tu as le droit de revenir même travailler parce que l'État t'a donné un cadre d'éducation de qualité, avec un contenu de qualité. Et tout ça, jumelé, fait de toi un enfant qui doit, au retour, donner au pays le sacrifice qu'il a déployé pour toi. Et ça crée l'amour de soi, l'amour pour le pays, l'amour pour les autorités et l'amour pour la génération qui vous a précédé et qui s'est battue pour vous. Et vous fabriquez une génération ou des générations d'hommes et de femmes de confiance, d'hommes et de femmes patriotes, d'hommes et de femmes qui voient loin. Aujourd'hui, lui, il a pris, à partir de la situation actuelle qui est défaillante, il dit qu'il va faire des complexes. Et s'il arrive à cette étape, les générations qui vont venir vont dire, bon, nous, nos aînés, on fait jusqu'à telle étape, voici aussi ce que nous, on peut ajouter. Et de génération en génération, vous allez voir comment on va rejoindre à ce que notre aîné disait tout de suite. Et les enfants ne vont plus rester à partir de l'aéroport pour dire, est-ce qu'il y a des immeubles chez nous? Et bien, ils vont dire, bon, on a construit pour nous. Voilà, donc on va poursuivre pour parler cette fois-ci de santé. Dans le secteur de la santé, le président du FASO, le chef de l'État, annonçait le 11 juillet 2024 des réformes majeures, des réformes qui allaient passer par la création de centres de santé communaux en vue de limiter les déplacements des Burkinabés se trouvant dans des zones reculées. Nous l'écoutons avant de revenir sur le plateau. Ce qui m'amène donc dans le volet de la santé. Nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR, d'équiper certains centres donc de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer
Nous allons continuer dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passé. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Et dans ces centres de santé, nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations. Il s'agira de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie, des banques de sang et aussi des laboratoires, pour que les populations des différentes provinces et communes, certaines communes, n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine, amener des malades vers certains centres, qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route. Donc, cette initiative est déjà lancée et nous allons faire en sorte que nous puissions commencer avant la fin de l'année la construction des premiers centres et leur équipement. Nous allons le poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la limite donc de nos moyens pour pouvoir donner une santé, un système de santé fort à toutes nos populations. Nous ne voulons pas voir quelqu'un quitter sa localité pour venir vers un CHR pour une radio ou pour une transfusion sanguine. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible parce que je reviens encore à nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps. Regardez, leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé. Ce n'est pas concevable. Nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau. Le ministère a été instruit aussi de former le personnel nécessaire pour équiper ces centres-là au fur et à mesure que nous les mettons en place, parce que ça nécessite des professionnels engagés. Et pour être plus pointu, nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés, prenant l'exemple de ceux qui opèrent le cœur. Nous sommes en train donc de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du cœur sur place parce qu'ils en ont la capacité. C'est l'équipement qui les manque. On attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir. Beaucoup d'autres spécialités ont fait leurs preuves et nous ferons tout pour les accompagner donc dans ce sens. Dans l'initiative, il est prévu aussi des centres de réanimation dans certains CHR qui n'en disposent pas. Parce qu'il nous a été dit qu'après plusieurs opérations, des patients souvent décèdent du fait de manque de centres de réanimation. Donc c'est un tout complet que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir renforcer le système de santé. Et nous sommes convaincus que si les Burkinabés mangent à leur faim et que l'urbanisation est bien faite, nous avons déjà gagné en termes de santé sur beaucoup de plans. Et il faut l'accompagner maintenant avec l'équipement. Voilà donc la vision du chef de l'État dans le secteur de la santé. Monsieur Tchombiano, je suis à vous cette fois-ci. Quelle est l'appréciation globale que vous faites de l'initiative présidentielle pour la santé au Burkina Faso? Bon, d'abord, permettez-moi de dire, avant tout propos concernant ce sujet-là, de dire que je suis heureux de constater que le président du Faso est bien accompagné. Il est bien accompagné. Parce que quand tu vois un président qui évoque de telles ambitions, de tels projets, ça veut dire que tout autour, là, il a des gens qui l'aident à pouvoir réussir une certaine mission. Donc, c'est le constat que j'ai fait déjà. Alors, je vais aussi en un second lieu, sur votre plateau, dire merci. Grandement merci au président du Faso. Ah bon. Qui, lorsqu'il parlait tout à l'heure de moindre coût, qui a permis à nos parents malades, par exemple ceux du côté du dialyse, je pense que la prise en charge était de 500 000, je crois, un truc comme ça, qu'il a ramené à 25 000, 2500. En tout cas, il a annoncé le 11 juillet. Aujourd'hui, c'est du concret. Aujourd'hui, c'est du concret. Non, c'est vraiment pas, c'était inimaginable. Il a vraiment apporté un soulagement. Je vous dis, un grand soulagement à certains malades. Et nous ne pouvons que l'encourager dans ce sens-là. Et vous voyez, quand vous avez un dirigeant, parce que tout pays, ce sont les dirigeants qui font les pays. Quand vous avez des bons, si vous avez la chance d'avoir un bon dirigeant ou des bons dirigeants, le pays se développe. Le développement, ce n'est pas forcément les ponts ou bien... non, ce n'est pas ça. C'est déjà ce qu'il est en train de parler là, avoir le matériel nécessaire qui peut amener tout citoyen à se sentir dans une certaine aisance. Et
il faut vraiment remercier 1000 fois le président pour ce qu'il est en train de faire déjà. Vous voyez, lorsqu'il parle de santé pour tous, vous vous rappelez de ces ambulances suréquipées, ce n'est pas vraiment ordinaire qu'on avait d'habitude. Mais les ambulances qu'il a fait venir, qui avaient pas mal d'équipements à l'intérieur, qui vont jusqu'à dans des villages, qui apportent déjà les premiers soins avant même qu'on amène un malade vers un centre hospitalier. Comme il a dit, l'idée c'est de créer, c'est d'être beaucoup plus proche des Donc, populations. Il faut déjà dire que ce n'est pas un homme qui parle pour parler, mais c'est un homme qui joint l'acte à la parole et qui, quelquefois même, fait d'abord l'acte même avant de parler. Et donc, ça fait que moi, je me sens plus réconforté quand je l'écoute comme ça dans le domaine de la santé. Là. Je me dis que le plateau technique dont il parle, bientôt nous allons en avoir. Parce qu'il a des débouchés. Et il a plus à nous démontrer. Comme il fait rentrer facilement les bus, il fait rentrer facilement le matériel pour les constructions de routes, il a des débouchés pour faire entrer les équipements de santé. Attendez, dans quelques mois, vous allez voir tout cela se concrétiser. Parce que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un... se sont déjà concrétisés. Alors, M. Almissi Ouedraogo, quel est le commentaire que vous faites de l'initiative présidentielle pour la santé et qui, on va dire, résumait l'esprit en disant que l'idée, c'est de créer des centres de santé communaux, être plus proche des populations pour éviter les déplacements et diminuer le coût d'un certain nombre de services. Oh, c'est un ouf de soulagement. Et cela nous amène très loin. Parce que j'avoue que le système de santé au Burkina, vraiment, il y a eu des efforts. Je ne dis pas que c'est zéro pensée. Non, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais cela reste toujours en deçà de nos attentes. Mais avec l'avènement du MPSR2 à sa tête, Ibrahim Traoré, et la décision qu'il a prise récemment avec la création des cliniques mobiles, et le soulagement des soins colossaux qui vident les postes des patients. Alors, vraiment, comme il vient de le dire, on ne sait comment le remercier. Voilà. Même s'il avait ça en tête, que c'est sa volonté de nous tirer de la boue pour nous amener un peu sur la clairière, il y a que sa volonté affichée nous amène à pousser un ouf de soulagement. Voilà. Et pour ce qui est des services de l'imaginerie, oui, l'imaginerie, aujourd'hui, l'acte a été joint à la parole. Surtout les dialysés. Bon, lui, il parlait de 250 000. J'ai ouï dire que c'est 100 000 francs. Voilà, donc de 500 000 à 100 000 francs, vous voyez où on est. Vraiment, il faut avoir certainement d'autres raisons pour ne pas voir le boulevard grand ouvert ou le feu clignotant vert. Ouais. Oui, c'est ça. Monsieur Comtobré, sur la question de la santé, appréciation sur ce qui est de l'initiative pour la santé, l'initiative présidentielle pour la santé. Le capitaine Ibrahim Traoré a quelque chose de particulier. Et quand vous regardez son discours, il est en train de revenir à quelque chose, le paradigme africain de la santé. Comment l'Africain regarde le malade. Ben, nous, on était hier dans un paradigme libéral de la santé. On vend le malade. C'est pourquoi vous voyez le coup. Il faut revenir dans le paradigme. Est-ce que vous voyez au village là, celui qui soigne, regardez comment il te soigne même avant de te demander, bon, on va constater, dès que tu es guéri maintenant, ce que tu as, tu donnes. Vous voyez maintenant, non? Bien. Il est en train de venir à cette étape. Mais il faut passer par un certain nombre d'éléments. Il faut casser le cou d'abord. Mais il a dit sa dernière phrase là. Quand on va maîtriser l'urbanisation et que les Burkinabés vont manger bien, ben le problème est réglé. On ne peut pas faire le développement avec des malades. Ça ne marche pas. Et le fait que le président a compris ça, moi-même, je suis content. Parce que vous ne pouvez pas lancer cette vaste opération de reconquête du territoire, d'indépendance et de souveraineté, d'amour de soi, de l'identité et de la culture africaine avec des gens qui sont malades. Ce n'est pas possible. Il faut des gens bien portants. Maintenant, vous prenez quels sont les différents domaines dans lesquels il faut commencer à taper.
il se rend compte qu'on a un facteur qui est bien. On a un capital humain de qualité au niveau des médecins. Donc, pour ce qui est des réformes au niveau tout à fait. du Il système reconnaît de santé, ça. vous êtes satisfait? Non, en 3 ans, déjà, je un vous bilan dis d'étape que satisfaisant? C'est quoi un homme d'État? Un homme d'État, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle les réalités de sa société. Et dans chaque domaine, quand vous le regardez parler, vous savez que lui là, il connaît le peuple burkinabé et il connaît les souffrances des gens. Ça, c'est que l'aîné a dit tout de suite, ça c'est le côté des seniors, c'est-à-dire nos grands-parents qui sont actuellement des maladies d'hypertension. Mais quand il a tapé là-bas, vous voyez, mais beaucoup se sont soulagés. Tu ne peux même pas imaginer dans ton subconscient que l'affaire-ci, on pouvait le traiter avec un tel montant. Donc, au niveau moral, les parents même ont été déjà soignés. La joie qu'ils ont ressentie. D'autres même, les maladies sont guéries à part de ça. Et j'ai vécu une scène où le jour, le 11 janvier, quand il a parlé de ça, il y avait des vieilles qui étaient dans la cour, ils dansaient. Elles dansaient comme ça parce que, mais elles ne pouvaient pas imaginer que c'est des choses qui étaient réalisables. Et en plus, je trouve que ça même, c'est pas encore suffisant. On lance même comment on appelle ça, des trucs mobiles qui vont pour ça. Et regarde la configuration qu'il est en train de faire par rapport aux régions, aux CHR, ainsi de suite. Faire en sorte que la population, comment on appelle ça, le Burkinabé puisse, sa vitesse, la distance par rapport à... Limiter les déplacements. Limiter même les déplacements. Et ensuite, faire en sorte que certains soins qu'on devrait avoir au niveau des CHR, il laisse ça dans sa commune. Donc, la multiplication de médecins va suivre. Et c'est pourquoi il dit que le ministère de la Santé est régi sur ça. Et vous allez voir. Donc, plus on occupe le terrain, plus on forme beaucoup de gens, beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes et beaucoup d'argent de telle sorte qu'on puisse maîtriser les outils qui arrivent. Maintenant, en secondo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où vous allez voir que la formation professionnelle, il y a un lien. Les matériels, pour le moment, nous, on paye. Il y aura des étapes qu'il faut payer, il faut fabriquer. Donc, vous comprenez. Donc, et c'est là où tous ces éléments-là rentrent en ligne. C'est un grand visionnaire. Et j'ai dit que tout ce grand programme qu'il a lancé, c'est de faire en sorte que nous puissions maîtriser correctement au niveau de l'agriculture. Plus vous mangez bien, moins vous tombez. Voilà, donc la transition est toute faite pour parler de l'agriculture, pour terminer le temps qui nous est imparti. Je sais que les réformes dans le domaine de la santé, il y en a tellement, on ne pourra pas épuiser à monsieur l'émission. Une doléance que je voudrais faire au président du FASO. Déjà, je félicite l'hôpital de référence nouvellement construit à Bobo. Je félicite l'hôpital que nous avons, Blaise Compaoré à Tengadogo. Je félicite l'hôpital de Bogodogo, etc. Mais nous avons un hôpital mythique. Nous avons un hôpital très important qui est collé au Burkinabé, qui est en plein centre-ville, qui est l'hôpital Yalgado. Voilà, cet hôpital Yalgado, moi je dois faire une doléance au président. C'est vrai que tous les centres hospitaliers ont besoin de soutien et d'innovation, de construction. Mais si c'est possible de nous construire un bâtiment R+3 ou R+4 à Yalgado-Ouedraogo, ça sera un très grand ouf de soulagement. Parce que cet hôpital est en plein centre. Cet hôpital, beaucoup de gens courent vers là. Pour aller à Tengadogo, c'est quand même un peu loin. Et cet hôpital-là, quand tu y vas, très souvent, c'est des malades à même le sol et tout ça. Il serait bon qu'il y ait des plateaux techniques, mais il serait aussi bon qu'il y ait des bâtiments qui puissent abriter ces malades-là, disons les hospitalisations, etc. Vraiment, c'est une doléance que j'ai faite. C'est juste une parenthèse. On espère que votre doléance est bien passée. Alors, on a moins de 10 minutes pour terminer cette émission. Pourtant, il faut parler de l'agriculture. Il faut bien manger. Alors, plus de 90% de la population burkinabé est paysanne, a laissé entendre le président du FASO le 11 juillet 2024 qui, pour combattre efficacement l'insécurité alimentaire, annonçait la création de l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles dans le cadre de l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique. Nous l'écoutons avant de revenir sur le plateau. Revenant au domaine donc de l'agriculture, comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole. Parce que plus de 90% de notre population est paysanne. Mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons.
nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans de Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coûts subventionnés pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBA, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons retenu d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Le président du Faso veut que chaque Burkinabé puisse manger à sa faim. Voilà donc des réformes annoncées aujourd'hui avec l'ONBA qui est l'Office national des barrages hydro-agricoles et qui en plus va désensabler les barrages existants mais créer de nouveaux barrages. Le président du Faso aussi a pris une autre initiative qui est donc d'amener aujourd'hui des prisonniers à travailler dans les champs pour purger leur peine. La philosophie du président du Faso est d'être beaucoup plus proche des agriculteurs du monde agricole. Elle est l'analyse que vous faites de l'initiative agro-pastorale et halieutique lancée par le président du Faso, M. Ouedraogo. Oui. On va faire un tour de table. Vu que ok, je vois qu'il laisse accrocher à sa vision. À sa vision, dans tous les domaines d'activité où il intervient, il reste accroché. Et pour l'agriculture, c'est une sorte de redynamiser ce qui existe et voir ce qui n'existait pas et qui est aussi important, créer. Et nous assistons, il a dit qu'il a créé l'ONBA. Bon, alors, c'est l'office des barrages. Justement, l'office national, oui, d'aménagement des barrages agricoles. Alors, cela va nous permettre à créer des barrages, à améliorer ceux qui existaient ou à culer ceux qui sont bouchés. Alors, donc, et c'est pas tout. Vous avez vu les machines agricoles qu'il a amenées, les tracteurs. Alors, donc, le labour même se fait gratuitement pour un essai. Ça se fait gratuitement. Bon, donc, cette année, il y a eu beaucoup plus de surface emblavée pour les différentes cultures. Voilà. Et si la pluviométrie ne nous trahit pas, nous allons engranger. Monsieur Ouedraogo, est-ce qu'on dira qu'au final, l'esprit de la révolution progressiste et populaire était déjà là depuis ce 11 juillet, mais n'était pas dit de façon ouverte? Parce que quand on regarde, depuis le 11 juillet, tout ce qui est annoncé, ça tient toujours dans l'esprit de cette révolution progressiste et populaire. Il va par étapes. Il va par étapes. Et le moment venu, quand il se rend compte que c'est le moment de lancer une idée ou de concrétiser un acte, il le fait. Voilà. Alors, réflexion sur la question de l'offensive agro-pastorale et halieutique, M. Koumtoubré. Vous avez dit tout de suite que c'est comme s'il avait la révolution. Non, ce n'était pas annoncé, mais les idées convergent vers là. Tout à fait. C'est pour dire que l'aîné avait posé la question en disant que souvent, il fait avant de venir dire. C'est pour répondre à la question, pour dire que lui, il était dans la révolution, mais il n'avait pas encore dit. Il n'avait pas lancé. Mais je vous dis, la philosophie du président, il est simple. Est-ce que le Burkina Faso dispose de terres arables pour pouvoir produire et nourrir le peuple burkinabé? Oui. Est-ce que le Burkina Faso dispose d'hommes et de femmes valides, capables de travailler les terres pour pouvoir produire la production dont nous avons besoin? Oui. Est-ce que l'agriculture du Burkina Faso doit seulement lier à la seule facteur pluviométrique? Non. Il faut maintenant suivre les deux saisons.
la saison pluvieuse et la saison sèche. Donc, pour le cas de la saison sèche, l'ONBA est né, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Vous voyez? Donc, il faut prendre les deux saisons, de sorte à ce que nous puissions, utiliser le capital humain que nous avons au niveau de la paysannerie sur une durée longue, non seulement pour la saison pluvieuse, mais aussi pour la saison sèche, avec une variation de la production, de sorte à ce que la consommation que nous aurons de ces produits-là puisse être variée. On peut produire des pommes de terre, on peut produire des bananes, on peut produire tout ce que nous voulons, de sorte que nous ayons une alimentation équilibrée. Et ça, c'est la vision des grands hommes. C'est encore si vous le regardez dans sa façon de faire, mais on ne peut pas le faire sans pour autant avoir le matériel, dont la diversification des partenaires. Et au niveau des partenaires, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent nous vendre les machines. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. En quelques secondes, en quelques mots, monsieur Thiombiano. D'accord. Moi, je vais dire rapidement que l'autosuffisance alimentaire, j'y crois. Et que cela est en train de se concrétiser. Depuis son discours à Saint-Pétersbourg en Russie, il a pris cet engagement, il est en train de suivre le chemin. Et pour finir, je voudrais dire également que la prison, c'est une maison de correction et aussi de formation. Et donc, ce fait de sortir les prisonniers de la maison pour aller travailler dans les champs, c'est une correction, mais c'est une formation. Et ça amène nos jeunes frères qui n'avaient pas certaines notions de s'approprier certaines capacités de pouvoir produire après la prison et de pouvoir s'en sortir. C'était à l'instant M. Amadou Ahmed Thiombiano, le président du collectif des Amis du Passo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, M. Relwende Koumtoubré, vous êtes enseignant, mais également analyste politique. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, M. Almissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Mon capitaine, merci d'être passé. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à nos programmes et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.